Je suis Renée Clémentine Lucien. Euh, j'ai été maîtresse de conférences jusqu'à récemment à l'université, qui a d'abord été Paris 4 Sorbonne, puis Université Paris-Sorbonne et qui est maintenant Sorbonne Université, où évidemment je continue d'être chercheuse dans mon centre de recherche du CRIMIC, à Ibéris, qui traite de l'histoire en particulier, art visuel, et voilà. Et un autre centre de recherche qui est le GRIAL, qui est plus centré sur les études caribéennes. Alors, le titre de la thèse est Résistance et Cubanía, trois écrivains de la génération de la révolution cubaine. Alors, j'expliciterai ce titre et je dirai ce que j'en pense a posteriori, rétrospectivement. Bien, alors cette thèse a été soutenue, donc comme je l'ai dit, à l'université Paris 4 Sorbonne, sous la direction du professeur qui à l'époque avait la chaire de littérature hispano-américaine, qui était Raúl Silva Cáceres. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, j'ai une première question parce qu'on se connaît très bien, d'où te vient ce goût pour la littérature caribéenne et ces auteurs-là en particulier? Alors, la réponse que je te donnerai euh, donnera déjà une première direction à tout ce que je pourrais dire par la suite sur mon parcours. En réalité, mon goût pour les littératures me vient de mes études secondaires, puisque ce goût n'était pas monodirectionnel, puisque j'éprouvais la même passion, le même intérêt pour la littérature du siècle d'or, pour la poésie de Lorca, que pour la littérature des poètes de la Caraïbe, Cuba en particulier, comme Nicolas Guillen, ou des romanciers comme Alejo Carpentier. Voilà. Et je peux aussi dire que néanmoins, en dépit de tout cela, la proximité géographique avec Cuba a toujours fait que nous nous sommes, je ne parle pas uniquement de moi, hein, je parle d'une société de la Caraïbe française qui a toujours eu un regard très, très, très attentionné envers ce que nous appelons la Grande Île. Et pour cause, parce que nous connaissions son histoire, nous entendions sa musique et nous savions quelle était la puissance de sa littérature. Alors, du coup, revenons un peu en arrière sur ton parcours en général. Est-ce que cette thèse, elle a été l'aboutissement d'une formation, tout ce qu'il y a de conventionnel, avec une maîtrise, un DEA, dont tu pourras nous parler d'ailleurs sur quoi tu as travaillé, ou est-ce que tu as un parcours plus singulier? Alors, j'ai un parcours plus singulier, évidemment. euh, mon parcours universitaire suit le cheminement habituel du DUG, de la licence, de la maîtrise, comme on disait à l'époque, et ensuite, plus tard, la thèse de doctorat que j'ai soutenue, je dirais dans quelles conditions, très longtemps après le concours de l'agrégation externe d'espagnol. Euh, alors, je suis née à la Martinique, mais je n'ai pas du tout fait mes études à l'Université des Antilles. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé le baccalauréat, le concours de l'école normale, où j'ai suivi une formation qui m'a semblé extrêmement enrichissante, puisqu'elle m'a ouvert des horizons à la fois par les cours que j'y ai reçus, très divers, mais aussi par les voyages que nous avons eu l'occasion d'effectuer dans le cadre de notre formation, et en particulier un voyage à New York, mais surtout un voyage au Venezuela. Et donc, la perspective que j'avais de la Caraïbe n'était plus seulement insulaire, elle était aussi continentale. Et donc, j'ai suivi cette formation, comme c'était l'école normale d'instituteurs, évidemment, j'ai enseigné pendant très peu d'années, hein,
à des élèves de l'école primaire et j'y ai pris un plaisir. Vraiment, j'y repense toujours avec une grande émotion. Mais très rapidement, j'ai été poussée, hein, certainement par mon insularité, mais aussi par un appétit de découvrir, de connaissances qui ne m'a jamais abandonnée. J'ai éprouvé le désir de quitter l'île, de partir et d'aller étudier ailleurs. Et cela m'a été facilité parce que j'avais une souche de ma famille qui était à Montpellier, où il existait une grande université qui était l'université Paul Valéry, dont j'avais entendu parler. Et donc, j'ai pu aller étudier à Montpellier parce que j'y avais cette famille. J'avais, entre autres choses, parmi les membres de ma famille, ma belle-sœur, qui était d'origine espagnole, fille et petite fille de républicains espagnols, avec qui évidemment je m'entendais fort bien et dont nos conversations sur l'histoire de l'Espagne, de cette Espagne républicaine, de toute cette histoire qu'elle transportait avec elle, m'avait incité aussi à venir étudier à Montpellier. Et puis, évidemment, il y a cette proximité géographique entre Montpellier et l'Espagne qui a été pour moi, évidemment, une bonne façon de concilier à la fois l'étude, hein, les études et la découverte de l'Espagne. Et je ne m'en suis pas privée puisque les nombreux séjours que j'y ai faits pendant que j'étudiais se sont aussi complétés, des voyages qui se sont aussi complétés par des séjours plus longs, hein, qui m'ont permis de connaître l'Espagne. Et donc, voilà, le DUG, après la licence et la maîtrise. Alors, sur quoi ai-je travaillé? Ce que je disais tout à l'heure sur l'intérêt qui avait été éveillé en moi par ce professeur qui nous avait fait aimer la littérature espagnole, cet intérêt était resté toujours très vif. Et il se trouve que parmi les professeurs, parmi mes professeurs de l'université Paul Valéry, il y avait un spécialiste du siècle d'or et en particulier de Cervantes. Et j'ai été vraiment prise par l'œuvre de Cervantes, pas seulement par le Quichotte, mais par toute l'œuvre. Et au moment de choisir un sujet pour la maîtrise, eh bien, j'ai été tout de suite séduite par le sujet qu'il me proposait, qui était de faire une étude comparative entre le roman de chevalerie et le Quichotte. Et ce sujet m'a d'autant plus appâtée que j'avais lu tout le cycle arthurien, je connaissais déjà le roman de chevalerie et cet imaginaire médiéval me fascinait. Et donc voilà, je me suis lancée dans ce travail qui était conséquent tout de même, hein. Voilà, et la maîtrise donc a porté sur ce sujet. Et puis voilà, par la suite, bon, j'ai préparé les concours et j'ai quitté Montpellier parce que j'ai eu envie de venir étudier dans une grande université parisienne et tout naturellement, je suis allée à la Sorbonne. C'est là que j'ai préparé l'agrégation et j'ai commencé quand même à m'ancrer dans cette université, à y connaître des professeurs qui étaient vraiment des pointures à l'époque, et en particulier Maurice Molly. Et donc, l'agrégation à l'époque était très difficile parce que les postes
nous étions à une phase de malthusianisme dans les postes qui nous étaient offerts au concours. Et il fallait vraiment beaucoup travailler pour décrocher ce concours. Et à la fin, on était quand même un peu, je ne dirais pas fatigué, mais il fallait quand même se reprendre. Néanmoins, je suis allée voir M. Molliot, qui était pour moi à la fois une intelligence, une très grande intelligence, qui connaissait à la fois l'œuvre, mais aussi le système, la langue. Et ce n'est pas lui qui m'a proposé le sujet de thèse. D'ailleurs, la thèse que j'ai faite par la suite, son sujet ne m'a pas été donné, imposé non plus par mon directeur de thèse. Bon, ça, c'était une première étape. Et donc, je suis allée le voir et je lui ai dit que je voulais travailler sur les représentations de l'enfer de la littérature espagnole. Et il m'a dit, comme c'est étrange, quel sujet, comment avez-vous eu cette idée? Et alors, je lui ai dit très franchement pourquoi j'avais choisi cela. J'avais en tête, évidemment, des textes qui traitaient de ce sujet, la Hora de Todo de Quevedo, le Burlador, évidemment, mais tout cela, c'était, le mûrissement s'était fait parce que j'avais vu, au cours de mes voyages, beaucoup de représentations de l'enfer dans la peinture, mais italienne, où l'inspiration de l'enfer de Dante était omniprésente partout. Et je me suis demandé, peut-être est-ce inconscient, je ne sais pas, je ne me suis jamais demandé pourquoi j'ai été attirée par un sujet pareil, travailler sur des représentations infernales. Et donc, voilà. Alors, il m'a dit, mais pourquoi pas, si c'est ce que vous avez envie de faire, je peux vous conseiller Avac d'un Inferno de Gilles Vicente pour étoffer le corpus. Et puis, je crois que je n'étais pas prête à faire une thèse. Après ce travail pour l'agrégation, j'enseignais déjà. J'ai eu envie d'ouvrir mon horizon et j'ai eu envie de connaître d'autres univers littéraires. Je n'ai pas renoncé à ma fidélité, évidemment, à la littérature en langue espagnole. Je suis allée voir toutes les littératures. Je me suis plongée dans la littérature tchèque, japonaise, russe, tout ce dont j'avais envie. Et évidemment, j'avais un poste d'agrégé où je travaillais avec toujours le même plaisir avec mes étudiants, mais en même temps, j'ai continué à étudier. Alors, j'ai étudié des choses dont je ressentais le besoin d'approfondir certains aspects. Donc, j'ai approfondi des études en philosophie, en esthétique. Je me suis armée pour de manière un peu plus fine pour l'étude de l'image. Et voilà, tout cela m'a pris un certain temps. Donc, ma carrière dans l'enseignement secondaire s'est déroulée très normalement. J'y suis restée plusieurs années dans des classes de lycée, puis des classes préparatoires. Et au bout d'un certain temps, et c'est là que je vais revenir à Cuba, mon lien avec Cuba, entre-temps, ne s'est pas du tout desserré. Pendant cette étape de mon parcours, je suis allée plusieurs fois à Cuba. Et là, j'ai commencé à faire des rencontres qui ont été très fécondes pour moi par la suite, puisque j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'étudiants
d'écrivains, pas forcément ceux sur lesquels j'ai travaillé, des historiens. Je suis allée dans des ateliers, hein, j'ai rencontré des peintres comme Manuel López Oliva, j'ai rencontré la plasticienne Sandra Ramos sur laquelle j'ai travaillé plus tard. Et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des personnes dans de grandes institutions culturelles, et ça, c'est très important. En particulier la Casa de las Américas, où ils ont toujours eu un département important consacré à toute la culture caribéenne, et il n'existe pas d'institution avec cette ampleur de vue dans d'autres lieux de la Caraïbe. Ça, il faut le reconnaître, en particulier dans la Caraïbe insulaire. Et puis, voilà. Mais sans que je m'en aperçoive, il se passait une sorte de, je dirais, de cristallisation. C'est le mot qui me vient à l'esprit au moment où, finalement, au bout de plusieurs années, le besoin de faire une thèse m'est venu. Bon. Donc, je suis retournée dans mon université qui était la Sorbonne, et j'ai entrepris de faire un DEA. Et au séminaire de ce professeur dont j'ai parlé, il était question, quand j'y suis allée, l'objet de réflexion, c'était la folie. Il avait déjà écrit d'ailleurs un essai sur la folie. Et alors, je suis allée chercher, et ça m'est venu tout naturellement, dans la littérature cubaine, un écrivain qui me semblait tenir la route et qui venait de publier un roman où il était question de la folie. Et c'est là que j'ai trouvé ce roman qui m'a beaucoup frappé, qui s'appelle Caracol Beach, de Eliseo Alberto. C'était un roman où le protagoniste était un soldat de la guerre d'Angola et qui avait sombré dans une sorte de folie au contact de ce traumatisme de la guerre. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Voilà. Donc, tout le reste s'est fait très naturellement. Et je crois que cette longue sédimentation qui s'était opérée pendant toutes ces années où j'avais lu, où je m'étais formée, où m'avait armée d'une sorte d'appareil conceptuel, qui allait dans plusieurs directions, parce que ça, je l'admets, je le reconnais, je le revendique comme peut-être comme une qualité que d'autres considéreront comme un défaut. Je n'ai jamais aimé m'enfermer dans une direction, dans des rails uniques. J'ai toujours aimé chercher, établir des ponts pour enrichir la vision des objets, la connaissance des objets que j'étudiais. Et donc voilà, tout simplement, à partir de là, j'ai trouvé, alors c'était un roman qui avait été publié après 1990, au moment où Cuba était rentré dans cette crise extraordinaire de la période spéciale, et j'ai cherché d'autres écrivains. Et j'ai commencé à construire mon corpus toute seule. Et à partir de là, à la suite du DEA, comme ce professeur occupait la chaire de littérature, je me suis adressée à lui et je lui ai apporté mon sujet, comme je l'avais déjà fait avec monsieur Maurice Mouilloui il y avait déjà plusieurs années, et je lui ai dit, voilà, je voudrais travailler sur ce sujet de la résistance et de la cubanité, parce que ces écrivains qui avaient attiré mon attention n'étaient pas forcément des écrivains qui allaient dans la ligne de ce qu'on appelait la ligne de la Révolution. Et puis en y réfléchissant, je me suis aperçue que à Cuba, rien ne se passait
comme ailleurs. Et bon, qu'il s'agisse de la façon dont leur cubanité, cette question de l'identité s'est emparée de mon esprit en lisant ces écrivains et en me disant qu'à Cuba, rien ne s'était passé comme ailleurs. Eh bien, j'ai été amenée à non pas seulement me concentrer sur ce corpus d'écrivains, de romancières d'après 90, mais de construire un objet, une sorte d'archéologie au sens foucaldien du terme, d'archéologie qui me permettait d'articuler la cubanité et la résistance. Et en fait, la résistance ne voulait pas dire une forme de dissidence par rapport au régime révolutionnaire, mais aussi une attitude qui définissait cette cubanité. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que aujourd'hui, je ne choisirais pas ce titre qui a été donné à la thèse parce qu'il ne rend pas compte du contenu de la thèse. Donc, voilà, j'avais une thèse, un sujet de thèse qu'il fallait sur lequel je travaille. Et alors, à partir... Oui. Justement, j'allais ouvrir une petite parenthèse pour te demander si tu devais refaire le titre aujourd'hui, ce serait quoi pour rendre Résistance et cubanité. Je trouve que c'est beaucoup plus en adéquation avec le contenu global de la thèse. Okay. Et est-ce que après je te rends la parole, est-ce que pour les gens qui ne les connaissent pas bien ou pas du tout, tu peux en quelques mots présenter les auteurs principaux de ton corpus? Alors, pour ce qui concerne toute la partie que j'appelle archéologie, puisque je suis remontée jusqu'au balbutiement de ce que j'appelle le nationalisme cubain, je suis partie de ce corpus d'écrivains depuis qui ont commencé à écrire depuis la fin, je dirais, du 18e, donc début du 19e, évidemment des penseurs, des poètes, des essayistes, des romanciers. On va retrouver tout un corpus d'écrivains dont nous parlons beaucoup en ce moment, évidemment, Heredia, Varela, Sacco, et puis d'autres. Et j'ai poursuivi donc, de façon en diachronie, donc j'ai suivi tous ces écrivains, donc depuis le 19e siècle. Évidemment, je me suis arrêtée à José Martí, je me suis arrêtée, puis je suis arrivée aux écrivains du 20e, les femmes à Lima, Reinaldo Arenas, enfin tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, entraient dans cette approche que j'avais choisi d'articuler la cubanité et une attitude résistante par rapport à un état social, à un état idéologique donné à un moment donné. Voilà. Donc, dans une sorte de continuum qui m'a conduite jusqu'à ces écrivains de la période spéciale. Donc, si je résume, la thèse de ta thèse, c'est que l'identité cubaine, elle est intrinsèquement bâtie à partir de la résistance. Oui. D'accord. Et alors ça, d'un point de vue de l'écriture, tu l'as travaillé aussi ou tu as privilégié la perspective sociale, politique, historique? Bon, je me suis attardée évidemment sur l'écriture. Et pour travailler, évidemment, tout ce travail que j'avais fait, d'approfondissement, parce que je ne me suis pas contentée d'un corpus textuel. Je me suis aussi penchée sur le cinéma, et donc pour cela, il fallait évidemment des outils adaptés, adéquats, en fonction
du matériau sur lequel je travaillais. Du coup, vu l'ampleur du projet, l'ambition que tu avais, parce que c'est vraiment un sujet très très complexe et qui embrasse, tu l'as dit toi-même, du 18e au 20e siècle avec beaucoup de références, puis d'autant que tu étais dans la transmédialité. Donc c'est une thèse qui t'a pris longtemps à faire? Je dirais que non, parce que je savais où je voulais aller. Je savais ce que je voulais faire, et bien que je fusse en poste, une fois que je m'y suis mise, c'est allé tout seul. Dans le sens où l'architecture de la thèse s'est très rapidement mise en place, évidemment avec des remaniements, des retours en arrière, mais le squelette de la thèse m'est apparu assez clairement et assez rapidement. Et quant au corpus, eh bien, par les réseaux que j'avais tissés, les personnes que j'avais pu rencontrer, qui m'ont plus ou moins facilité les choses, j'ai pu assez rapidement acquérir le matériau sur lequel je voulais travailler. Évidemment, j'ai rencontré des difficultés parce que quand il faut faire des recherches, quand on fait des recherches à Cuba, à La Havane en particulier, tout n'est pas évident. On rencontre des difficultés matérielles très simples et on perd beaucoup de temps, mais tant bien que mal, on finit par trouver ce que l'on cherche. J'ai dû aussi me déplacer à Miami. Je suis allée à Miami parce que d'abord, je voulais voir la Calle Ocho, je voulais voir Little Havana, rendre concret le contexte référentiel dont je parlais. J'ai dû me rendre. Alors, comme l'un de ses auteurs, Eliseo Alberto, avait quitté Cuba et vivait à Desierto de los Leones au Mexique, et que je tenais à le rencontrer, donc j'ai aussi fait ce voyage, ce déplacement. Mais j'ai eu l'occasion aussi, alors pour parler de Padura, sur lequel évidemment j'ai fait un gros travail. Bon, je l'ai rencontré plusieurs fois à La Havane et chaque fois qu'il passait en France, qu'il venait en France, nous avions l'occasion de nous retrouver pour faire des mises au point, voilà. Si, pour quelqu'un qui connaîtrait mal l'identité cubaine et qui, a fortiori, dans sa construction à travers les textes littéraires, tu conseillerais la lecture de quel texte dans ton corpus? Alors évidemment, il faut revenir à la matrice. Donc, il faut lire les textes de Varela, ces textes philosophiques. Il faut évidemment lire José Antonio Sacco. Il faut lire Domingo del Monte, d'autant plus que l'on se rend compte que la naissance de cette cubanité, elle se fait dans un contexte particulier, dans un contexte je dirais, de retard de Cuba par rapport à des phénomènes de lutte d'émancipation qui se sont déjà amorcés dans les anciennes colonies espagnoles du sous-continent américain et surtout dans le contexte d'un problème épineux, très important, qui n'a jamais cessé quand même de marquer cette identité cubaine et ses manifestations, qui est le phénomène esclavagiste. Bon, la prise de position de ces grands penseurs par rapport à la présence d'individus risquant d'africaniser la culture cubaine. Donc, cette identité cubaine, elle naît ainsi, et ces problèmes, on les retrouve dans
la phase suivante, au moment de la République, après les guerres d'indépendance, avec une parenthèse quand même, c'est que ces guerres d'indépendance, naturellement, que l'on retrouve dans la littérature, parce qu'il y a une littérature des guerres d'indépendance où on voit comment c'est cette cubanité qui est une cubanité de la transculturation, de la riaco, enfin ce pot-au-feu d'éléments divers qui ont cuit ensemble pour donner la culture cubaine. À l'époque de la République, ces phénomènes, ces problèmes se sont posés et se retrouvent dans la littérature du 19e siècle, du début du 20e siècle. Donc, si on veut se faire une idée de ce cheminement assez chaotique, je dirais quand même, pour arriver à se bâtir, accepter une idée de la cubanité qui ne soit pas une cubanité fermée, mais qui admette justement cette cubanité multidirectionnelle. Voilà, c'est quand même le résultat d'un parcours de longue haleine. Et alors, autour de cette question de résistance et cubanité, est-ce que tu as l'impression que dans les auteurs ultra contemporains, Oui. disons à partir des années 2010 et dans les jeunes générations, on est encore dans la dichotomie entre les écrivains de l'intérieur, les écrivains de l'extérieur, et puis chacun tirant la couverture à lui en disant nous, on est les vrais résistants à l'égard du capitalisme, ou nous, on est les vrais résistants à l'égard du castrisme qui a dévoyé l'identité culturelle, ou est-ce qu'on est déjà au-delà de ces questions-là? Oui, on a franchi déjà cette étape. Je pense que c'est dommage, il est mort jeune, Eliseo Alberto, mais il était déjà dans cette dynamique d'une littérature où ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur font partie d'une même cubanité. Je pense à Jesus Diaz, par exemple, bon, qui est de la génération antérieure. Chez les novissimos, tous ceux qu'on a appelés les novissimos, qui ont écrit à partir de 90, c'est une évidence, et plus encore aujourd'hui. Alors, il m'est arrivé d'écrire sur des écrivains qui se considèrent quand même comme ceux de l'extérieur, hein, plus récents comme Ronaldo Menéndez, qui vit en Espagne, qui a écrit un roman qui s'appelle Las Bestias, où à l'évidence, il se situe dans une dissidence, mais cette dissidence ne se dirige pas contre ceux qui écrivent à Cuba. C'est beaucoup plus, il faut plus nuancer les choses que cela. Très bien. Alors, à part ton directeur de thèse, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle dans ce travail? Alors, j'ai compris, tu as rencontré les auteurs qui t'ont, à travers des conversations diverses, parfois apporté des éléments, des réflexions sur leur propre travail. Mais est-ce que dans la sphère universitaire ou dans la sphère privée, il y a des gens qui ont joué un rôle important dans ce processus d'écriture d'une thèse? Dans le processus d'écriture de la thèse, je dirais que j'ai été relativement isolée. C'est par la suite que je me suis vraiment intégrée dans un tissu, hein, de chercheurs, avec lesquels, évidemment, j'ai entrepris un travail extrêmement nourri, fécond, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Mais au moment où j'écrivais la thèse, d'abord, j'étais en poste et je travaillais beaucoup et la thèse, je l'ai écrite pratiquement toute seule, évidemment en me tenant informée de ce qui était publié, de ce qui se faisait, et j'ai apporté à mon directeur de thèse la moitié de la thèse écrite.
Et je dirais, au bout de 2 ans, 2 ans, je lui ai apporté la moitié de la thèse. Et évidemment, il m'a donné des conseils, il m'a dirigé. Mais en fait, je ne me sentais pas tenue par, je dirais, par un guide, par une boussole. Et au fond de moi, je me disais que ça n'était pas si mal parce que je savais où je voulais aller. C'est ce que Voilà. j'allais te dire. Il y a aussi dans la relation que tu as pu tisser avec ton directeur, le fait que tu avais déjà beaucoup réfléchi à ton sujet, que tu étais une chercheuse déjà expérimentée, mûre, à la différence des jeunes gens là, qui commencent une thèse à 24 ans et qui ont tout à apprendre. Toi, tu avais appris tellement de choses toute seule que c'est normal que tu aies appris à travailler en autonomie. Donc, on est en dehors de… Donc, tu étais seule. Et est-ce que parfois tu aurais aimé avoir des interlocuteurs ou tu avais tellement façonné ton univers de cette façon-là que la question ne se posait pas? Les interlocuteurs, je les ai cherchés après. C'est-à-dire que c'est toujours, j'ai toujours avancé comme cela, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai éprouvé le besoin de franchir une étape, je me suis armée pour le faire. Et comme tu le dis, bon, j'ai compris ce qu'était le travail de recherche. Et une fois que j'ai compris comment cela fonctionnait, là, j'ai éprouvé le besoin vraiment hein, de m'intégrer dans des réseaux de chercheurs. Et là, je peux dire que j'ai trouvé vraiment des pivots, des piliers, des, des, des figures. Des figures. Bon, je me suis intégrée dans le groupe dont j'ai parlé, là, le groupe de Paul Estrade, qu'il avait fondé, qui travaillait sur les Antilles hispaniques. J'ai évidemment Paul, Françoise Moulin-Civil, toutes les personnes qui travaillaient dans ce groupe, avec, en relation avec d'autres groupes de recherche, le CSIC de Madrid, où Consuelo Naranjo Rubio est une grande spécialiste de la Caraïbe coloniale, avec un groupe de recherche qui se trouvait à Prague, à l'université Caroline Lund de Prague, où un collègue historien spécialiste de la Cuba coloniale avait créé un centre de recherche. Il travaillait avec nous, avec le CSIC de Madrid, avec aussi la Casa de las Américas. Et donc, il y avait ce groupe de recherche. Et puis, dans leur groupe du CRIMIC, qui est mon groupe de la Sorbonne, est arrivée une figure, une figure, je dirais, stellaire, qui est Milagros Ezquerro, qui est une personne rassembleuse, qui a réuni autour d'elle un réseau de chercheurs et où on travaillait avec beaucoup de puissance, je dirais. Elle a insufflé une sorte de force à ce groupe de recherche et voilà. J'ai été lancée dans l'orbite. Et là, tu étais au cœur de plein de petites familles ou de grandes familles, puisqu'évidemment, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Ça ne m'étonne pas que tu aies été et que tu sois encore sollicité de tous côtés pour des projets. Alors, tu as évoqué tout à l'heure un certain nombre de difficultés à Cuba, se faire ouvrir des portes, etc. Est-ce que tu en vois d'autres que tu voudrais évoquer aujourd'hui? Et puis, pour aider les doctorants peut-être, donner le type de solution que toi, tu as trouvé pour lever ces problèmes. Alors là, tu me demandes ce que je conseillerais à des doctorants, c'est bien cela? C'est plutôt ça, il y a une question après, mais tu peux la traiter maintenant. C'est les difficultés que tu as rencontrées, comment après avoir piétiné un moment devant, tu as trouvé la solution naturellement ou pas naturellement d'ailleurs. Non, on m'a présenté des personnes. Il est très important de connaître les gens qui dirigent les fondations. La fondation José Martí, qui t'ouvre les portes de la Bibliothèque nationale, un historien comme Eduardo Torres Cuevas, qui est devenu lui-même directeur de la Bibliothèque nationale. Quand
fait la connaissance de personnes qui ont, qui ont cette importance institutionnelle, évidemment, cela vous facilite les choses. À la Casa de las Américas, j'ai rencontré Yolanda Roud, qui est une très grande spécialiste de l'art, mais j'ai tissé des relations Nancy Morejon, des personnes qui, qui, qui ont construit eux-mêmes ce réseau à Cuba et qui peuvent vous dire, des gens de l'UNEAC qui vous ouvrent des portes. On m'a fait faire connaître des personnes importantes de l'UNEAC qui m'ont ouvert des portes qui, sans cela, ne m'auraient pas été accessibles. Alors, un jour arrive la soutenance. Oui. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Oui, alors, il y avait l'historien, parce que cette thèse, évidemment, je ne voulais pas qu'elle fût une thèse uniquement de littérature. Je voulais une thèse à la fois d'histoire, de littérature et d'histoire culturelle sur les arts. Donc, dans ce jury, il y avait Jean-Pierre Clément, qui était historien de l'époque coloniale à Paris, Sorbonne Université. Il y avait Carmen Vázquez, qui est spécialiste de littérature cubaine, en particulier qui a beaucoup travaillé sur Alejo Carpentier. Il y avait Mario Muñoz, qui est professeur de littérature mexicain à l'université de Jalapa, Mexique. Voilà. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée? Alors, je dirais que je garde un excellent souvenir de cette journée, pour la bonne et simple raison que malgré les difficultés quand même à résoudre pour arriver à ce jour, c'était pour moi, comment dire, le couronnement de tout un processus qui s'était construit dans une longue durée, je dirais. Et évidemment, comme tout le monde, j'éprouvais quelque appréhension et je ne cache rien. Je me suis détendue le matin dans le bois de Vincennes, qui est tout près de chez moi, où j'ai fait de l'exercice pour être au mieux de ma forme physique. Et puis, comme j'étais en poste, j'avais prévenu mes élèves et mes étudiants, qui évidemment étaient très enthousiastes pour venir écouter leur professeur défendre sa thèse. J'avais invité des collègues. J'étais un peu triste parce que mes parents étant décédés, je ne pouvais pas assister à la soutenance, mais une de mes sœurs et son neveu, et un de mes neveux étaient quand même présents pour représenter la famille. Et donc, pour moi, ça a été un jour d'autant plus mémorable que mon directeur de thèse était arrivé à obtenir l'un des plus beaux amphithéâtres de la Sorbonne, la salle Louis Liard. Oui, ouais. Donc, c'est un lieu impressionnant et on soutient sa thèse naturellement en contrebas par rapport au jury qui est sur une estrade et sous le regard imposant et sévère du cardinal de Richelieu, ce fameux portrait de Philippe de Champaigne qui vous regarde, qui vous impressionne. Et une petite anecdote pour égayer un peu cette égo-histoire. Évidemment, mon directeur de thèse est arrivé avec le jury, mais il y avait une dame dont la présence donnait un peu plus de solennité à la chose.
c'est l'épouse du directeur de thèse, qui était une dame avec laquelle j'avais eu des conversations très enrichissantes, parce qu'elle était l'une des rares spécialistes de Nahua en France. Voilà. Et elle est arrivée avec son appareil photographique pour évidemment photographier cet amphithéâtre si somptueux et qui m'a laissé comme souvenir des photos qu'elle a prises ce jour-là de la soutenance. Alors, autre chose, souvenir qui... bon, le rituel a été bien respecté. J'ai présenté mon sujet et les interventions habituelles ont été faites. Hein. Mais il m'est arrivé à un moment donné quelque chose qui aurait pu me déstabiliser, mais je me suis rattrapée. Je n'arrivais pas à entendre une des questions que me posait le professeur mexicain, membre du jury. Et il avait beau me répéter la question, il parlait à voix très basse et je pense que l'émotion a joué un rôle dans cette affaire-là. Il me posait une question sur l'utopie, qui était un des axes très importants de la thèse. Il me posait une question théorique sur l'utopie dont je ne saisissais que des bribes. Et finalement, j'ai répondu en fonction de ce que j'ai cru entendre et je crois que la réponse a paru satisfaisante au jury. Deuxième chose dont je me souviens, c'est que presque de façon presque concomitante avec cette soutenance, s'était produit à Cuba un événement qui avait marqué l'actualité. C'était ce procès qui avait été fait à 80 ou 82 Cubains qui avaient été arrêtés. Et Eliseo Alberto, donc, qui était l'un des écrivains de ma thèse, avait fait une intervention à propos de cet événement et j'en avais parlé. Et j'avais dit dans la présentation de la thèse que juste au moment où je parlais, il se passait telle et telle chose à Cuba, voilà, qui avait rapport avec l'un des écrivains du corpus de ma thèse. Alors, la question suivante, tu as en partie répondu, c'est dans quelle mesure est-ce que l'enseignante que tu as été, la chercheuse que tu as été et que tu es encore, je me demande même si tu n'es pas plus active maintenant en recherche, on ne t'arrête pas, ont été influencées par ce travail-là? Alors, mon travail de professeur a toujours été irrigué d'une façon ou d'une autre, puisque j'aime établir des ponts. Je suis une personne de l'entre-deux, de l'entre-trois. Et il s'est aussi trouvé des occasions qui font que le travail de chercheur intervient directement dans votre activité professionnelle. Il est arrivé que l'on mette au concours de recrutement des sujets sur la révolution cubaine, sur le cinéma cubain de la révolution, des romanciers cubains. Une année, ça a été José Martí, l'œuvre de José Martí, des romans de Padura au concours. Évidemment, mon travail de recherche m'a été d'une très grande utilité, mais pas seulement. Pas seulement. Évidemment, lorsque l'on aborde une étude dans le cadre de la civilisation, des territoires, des espaces latino-américains, les liens sont très facilement, on peut trouver évidemment très facilement des liens. Et je crois que contrairement à ce que l'on peut penser, enseigner l'histoire
culturelle ou l'histoire politique ou tout ce qui concerne la culture cubaine n'est pas si difficile à lancer. Enfin, le lancement de cet enseignement n'est pas si compliqué parce qu'on trouve toujours des accroches. Je peux donner un exemple qui peut paraître extrême. Comme professeur, il m'a été donné d'aller faire cours plusieurs années à la Sorbonne d'Abu Dhabi. Bon, et les programmes d'enseignement qui sont dispensés là-bas sont les mêmes qu'à Paris. Hein. Et donc, faire cours dans des pays dont les régimes ne ressemblent pas aux nôtres et aborder certains concepts politiques, certaines situations historiques ne va pas de soi. Et il faut trouver justement le moyen d'opérer une mise en attention. Et j'avais une accroche, et je n'ai pas honte de le dire. Ces étudiants qui venaient de multiples pays, qui venaient de partout, pas seulement de la région, mais qui venaient d'autres pays d'Europe, eh bien, ils connaissaient des choses, parce qu'il faut bien dire qu'il y a des espèces de constellations qui se construisent autour de certains chants qu'ils ont entendus. Guantanamera, ils ont entendu cela. Et je leur dis, mais savez-vous ce que c'est? Savez-vous d'où cela vient? Connaissez-vous le contenu de la chanson? Connaissez-vous la symbolique de cette chanson? Et comme ça, vous arrivez à les amener à vous. Et ces étudiants qui ne connaissent pas rien de ce qu'est le monde latino-américain, eh bien, ils découvrent un monde où les relations entre les hommes sont tout à fait différentes, où se produisent des mélanges interculturels, interethniques qu'ils ne voient pas. Vous leur apportez une autre vision du monde et il faut trouver le moyen de les amener à vous. Et c'est possible. Et là, tu penses que ton travail de thèse t'a donné un certain nombre d'éléments pour construire ce dialogue vers alors j'appellerais pas ça la vulgarisation, mais du moins amener le jeune chercheur, l'apprenti chercheur vers le savoir. Tu penses que c'est ta thèse qui t'a aussi apporté ça? Je pense que ma thèse y a beaucoup contribué, dans la mesure où elle m'a appris, justement, ce processus relationnel, ce processus de faire se regarder des domaines qui, à l'origine, ne semblent pas, n'ont pas cette vocation. Et je crois que le travail de thèse permet ce genre de choses. Alors maintenant, je suis intéressée par, donc je sais que tu as publié ta thèse, bien sûr, et donc comment s'est passé, est-ce que ça a été douloureux ou pas douloureux, le processus de relecture de la thèse et le passage de l'objet thèse à l'objet livre? Parle-nous un peu de ça. Non, j'avoue que je n'ai pas eu de mal à relire la thèse parce que j'ai trouvé que j'y avais mis beaucoup de moi-même. J'y avais mis beaucoup de moi-même. Justement, j'étais arrivée à faire cohabiter, coexister des mondes très différents. Toute ma culture classique, par exemple, m'avait servi pour choisir des schémas, par exemple le Grand Théâtre du Monde, par exemple le Desengaño, qui me viennent du siècle d'or espagnol. Je suis arrivée à voir comment
ce théâtre du monde, il était toujours opératoire dans un système comme le système cubain. On sait qui est Fidel Castro, qui lui-même avait été éduqué chez les jésuites, n'est-ce pas? Bien, donc voilà. Et puis, j'étais aussi, j'y avais mis par ma propre volonté, par mon propre goût, justement, de remobiliser tout ce qui me semblait important dans cette thèse, de faire se regarder des littératures qui ne sont pas des littératures forcément uniquement du monde hispanique, simplement par des effets de transtextualité, mais qui ne semblaient pas évidents au départ. Voilà. Donc, voilà, j'ai relu cette thèse avec plaisir parce que j'y ai trouvé non seulement ces écrivains sur lesquels j'ai travaillé, mais je suis arrivée à y mettre d'autres écrivains qui, par exemple, travailler sur la littérature sans arriver à Shakespeare, c'est impossible. C'est un exemple parmi d'autres. Et alors le passage de la thèse au livre, ça a été un crève-cœur, ça a été le moyen de donner peut-être plus d'ampleur à certaines réflexions ou certaines justifications par lesquelles on doit passer dans la thèse et qui, après, paraissent un peu superflues? Non, j'avoue que ça a été surtout un travail d'amaigrissement. Oui, Je suis sincère. c'est souvent le cas, hein. Le passage au livre, ça suppose Et ça a été un travail d'amaigrissement douloureux, évidemment. Bien sûr, j'imagine. Alors, tu as parlé tout à l'heure, enfin, tu as donné quelques conseils aux doctorants, en particulier celui de se créer, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, un réseau, alors pas au sens négatif du terme, un réseauté, mais pour se faire ouvrir des portes, établir des dialogues avec les écrivains, des gens dans les pays concernés. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire, de sages conseils à donner à de jeunes doctorants? Une chose importante, le directeur de thèse importe beaucoup et il faut choisir quelqu'un de disponible, ce qui n'est pas toujours le cas. D'accord, donc bien choisir son directeur. Oui, ah oui, ah oui. Euh, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails, mais il peut y avoir des personnes dont l'humeur n'est pas très égale. Disons que parfois les affinités, tu parlais tout à l'heure de cristallisation, je crois, la cristallisation ne s'opère pas nécessairement. Voilà, en même temps, bon, je te dis, dans ton cas, comme tu es indépendante et que tu avais la maturité, je ne pense pas que ça a été une grosse entrave. Non, Mais voilà, non. donc le choisir son directeur en particulier quand on est un débutant et qu'on a besoin d'aide, d'une épaule sur laquelle pleurer et d'avoir de vrais échanges. Autre chose, tu vois, ou c'est tout le reste? Il y a cela, il y a, bon, bien sûr, trouver les bons réseaux, les bonnes voies qui vous permettent d'ouvrir les portes dont vous avez besoin. Et plus vous avancez, plus s'impose à vous la nécessité de chercher dans telle ou telle direction. Et il faut savoir trouver, demander conseil éventuellement, ne pas hésiter. Et quand on construit, alors évidemment, c'est capital, la bibliographie sur laquelle on s'est appuyé pour travailler, là, il faut faire preuve d'un soin minutieux pour emmagasiner, pour la description de cette bibliographie, parce qu'après, comme ça arrive à tout le monde, on arrive à un moment où la masse est énorme et au moment où on se met à vraiment à commencer à travailler, et on s'aperçoit qu'on n'a pas. On n'a pas le détail qu'il faut, on n'a pas, et ça vous fait perdre du temps. Ça vous fait perdre beaucoup de temps. Bon, il y a cela. Il faut aussi, bien sûr, s'intéresser à ceux qui ont déjà
soutenu leur thèse. Il faut aller à des soutenances de thèse et en prendre de la graine et voir à quoi on peut s'exposer pour s'armer, pour se préparer. Alors j'ai une curiosité. Tu as parlé tout à l'heure de cette espèce de révélation, enfin d'envie que tu avais eue de travailler sur l'enfer. Alors est-ce que Oui. c'est resté dans les abysses, l'enfer, ou est-ce que dans l'intervalle tu as pu y consacrer un article ou une journée d'études, je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que c'est devenu dans ta vie cette histoire? Ma peur ou ma fascination pour les enfers, c'est revenu une fois dans un article lorsque j'ai travaillé justement sur cet écrivain qui s'est installé en Espagne, Ronaldo Menéndez, qui a publié un petit roman qui s'appelle Las Bestias, que tu connais peut-être, où il s'agit justement d'une grande métaphore de ce qu'est Cuba. Avec comme métaphore d'ailleurs, qui peut être considérée comme une métaphore infernale, la maladie que l'on attrape, qui est inoculée et qui circule et qui contamine. Bon. Alors, je n'ai pas manié le concept, je n'ai pas parlé d'enfer, mais j'ai manié le concept de l'obscur. Et pour moi, c'était la même chose. Écoute, si c'est resté comme un petit regret de ne pas pouvoir l'avoir développé davantage, invitation est lancée pour que toi et moi nous organisions une journée d'études sur les écritures de l'enfer dans la littérature hispanophone. Excellente idée. Parfait, Excellente idée. nous n'avons plus qu'à prendre date. Alors, est-ce que tu peux maintenant, c'est un moment que j'aime beaucoup, nous lire la première phrase de ta thèse et évidemment nous en faire un commentaire? Alors, pourquoi ce travail? Ce travail est le fruit d'une passion ancienne pour les lettres cubaines et d'un intérêt plus récent suscité par l'œuvre de 3 auteurs. Publiée après 1990, celle-ci émane d'une même génération d'écrivains résidant à Cuba et exilés, dont la naissance a, à quelques années près, coïncidé avec l'avènement de la Révolution de 1959 et qui a grandi avec elle. D'entrée de jeu, la lecture des textes de Liceo Alberto, Leonardo Padura Fuentes et Zoe Valdés nous a confrontés à un corpus révélateur de la richesse de la production littéraire des années 1990, encore assez mal explorée. Pour André Gide, l'art commence lorsque la vie ne suffit plus à exprimer la vie. C'est cette vision causale, désormais assez communément admise, des rapports entre l'irrépressible pulsion de création d'un art compensatoire et les insuffisances de la vie ordinaire qui, à notre sens, pourrait expliquer l'exubérance dans la décennie de 1990-2000 et venant d'auteurs nés entre 1950 et 1960, d'une littérature cubaine prolifique, multiforme et remarquable, par une inventio qui met en évidence ce regard jeté par un critique français sur la fiction narrative récente conçue dans l'île et par des exilés. Riche par ses techniques narratives, ses irrévérences, ses mythes, la littérature cubaine relève à la fois de l'histoire policière, du journal intime, du témoignage politique et du récit d'épouvante. L'écrivain cubain n'est jamais en repos, poursuivi par le ressentiment d'une enfance volée et précédé par les affres d'une vieillesse émigrée. Reste le seul baume du langage. L'imaginaire insulaire est un pur producteur d'images, domestiques et cosmiques, mielleuses ou cauchemardesques. Appliquant à la réalité cubaine les considérations gidiennes sur la fiction compensatoire de l'art, l'un d'eux,
Eliseo Alberto déclarait: lorsqu'un pays traverse une crise économique, morale et idéologique, la culture fleurit d'une manière spectaculaire. C'est une sorte de compensation naturelle de la vie. Par une pulsion contradictoire, ça c'est mon commentaire, par une pulsion contradictoire, le langage se forge et les représentations s'élaborent en se nourrissant d'un environnement politique et social déprimé tout en s'y opposant. Alors, rétrospectivement, qu'est-ce que tu en penses? Alors, que la littérature, évidemment, soit compensatoire d'un environnement social déprimé pour ce qui concerne Cuba, je crois que c'est une affirmation qui est corroborée tout de même par le contexte qui s'est prolongé, hein, puisque la sortie de la période spéciale, on ne sait pas, on ne sait toujours pas si Cuba est vraiment sorti de la période spéciale parce que ce qui vient de se passer récemment incite à dire que les Cubains sont peut-être en train de renouer avec le sentiment que cette période spéciale a laissé des traces et a marqué l'imaginaire collectif cubain. Que cette littérature et que les arts soient compensatoires, en effet, parce que même par des chemins détournés, même en ne disant pas ce qui voudrait être exprimé de façon très directe, de façon frontale, cette littérature et cet art continuent d'exprimer des frustrations, des envies d'une autre utopie, d'une utopie revue. J'écoutais ce matin ce qui se passe actuellement autour du barrio San Isidro, de cette réaction autour d'une certaine dissidence exprimée par une jeunesse, puisque le personnage au centre de ce soubresaut qui agite le monde politique, le monde de la culture, est un jeune rappeur. Et Solis, c'est une histoire qui continue, qui prend des formes diverses, mais avec des invariants malgré tout. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que une institution comme l'UNEAC s'est exprimée, le vice-ministre de la Culture a entamé un dialogue avec le monde de la culture pour s'interroger sur quelle suite il y a à donner à cette agitation, parce que quand même cet artiste est accusé d'être un fauteur de troubles et comment dire, d'essayer de lancer comment ils appellent cela, un golpe blando, si j'ai bonne mémoire. Enfin, voilà. Autant de choses qui éveillent la curiosité de la chercheuse que tu es et qui, j'espère, suscitera des articles et des envies de recherche ultérieures. Alors, pour finir, est-ce que, donc là, maintenant, toi, tu es une grande lectrice, je pense que tu lis à peu près tout ce qui passe entre tes mains, une lectrice compulsive à la Carpentier, par exemple. J'aimerais bien que tu me dises, alors pas forcément celui que tu considères comme le meilleur, mais le roman cubain qui t'émeut le plus, te parle le plus encore aujourd'hui. Mais il y en aurait plusieurs, mais si tu veux me parler de littérature plus récente, c'est ça. Bon.
Il y a un écrivain avec lequel j'ai engagé un dialogue et sur lequel j'ai entamé un travail de recherche depuis déjà plusieurs années, c'est Avilio Estevez. C'est un écrivain qui ne vit plus à Cuba, qui a quitté Cuba en 2000, si ma mémoire est bonne, et qui vit en ce moment à Palma de Mallorca. Je crois, et ce que je dis me semble fondé, c'est l'un des romanciers les plus ambitieux de ces dernières années que je connaisse. Et le dernier roman qu'il a publié, dont le titre, je t'en ai parlé, est Archipiélagos, est à la fois un roman, le roman, l'écriture c'est une écriture vigoureuse, une écriture très inspirée, une écriture très, très intertextuelle, mais d'une intertextualité intelligente. Mais c'est une écriture de la diversalité, si je peux parler comme Édouard Glissant. C'est une écriture de la relation, c'est une écriture du canon archipélique, dans le sens où il voit le monde comme une sorte d'archipel de la culture, où il a une vision du canon littéraire qui est un canon en phase avec le monde tel qu'il existe. Et je pense que il a intitulé ce roman Archipiélagos parce qu'évidemment, les archipels en question sont des archipels véritables, ceux de la Caraïbe, mais pas seulement. Ce sont aussi des archipels de la culture, des archipels littéraires, au sens où l'entend aussi Édouard Glissant. Et évidemment, il revient sans cesse sur la culture, sur l'histoire de son pays, puisque la dictature de Gerardo Machado y joue un rôle important, mais c'est toute la culture qui s'est bâtie autour. Il y a aussi quelque chose de Carpentier chez tous ces Cubains, parce que la culture, dans son sens la plus large, la culture littéraire abondante, hein, maille toujours ces textes qui de ce fait sont des archipels de la littérature. Pas seulement des archipels d'îles, mais des archipels de la littérature. Alors, on reste sur cette belle dernière phrase. Clémentine, je te remercie beaucoup et je profite de cet entretien pour te redire toute l'admiration et l'affection que j'ai pour toi. C'était vraiment un très, très grand plaisir, cette conversation. Eh bien, je ne voudrais pas conclure sans dire que nous sommes lancés nous-mêmes dans une aventure archipélique, puisque nous travaillons ensemble dans un groupe qui s'appelle Intertextualité, et où nous allons chercher justement des écritures en collaboration, des relations d'écrivains qui écrivent à plusieurs mains, le texte et ses liens, l'interfictionnalité, qui implique aussi l'inter-iconicité. Donc, comme moi, ce projet qui est venu de toi, quand même, prouve que tu es une personne du trans, comme moi, qui aime établir les liens, qui aime établir les ponts. Et cela fait longtemps que nous travaillons ensemble, ça fait longtemps que nous nous connaissons. Et plus nous nous connaissons, plus nous avons envie de continuer de faire du chemin ensemble. Alors, on va déjà prendre ensemble le chemin de l'enfer et on verra où ça nous mènera. Pourvu que nous ne nous brûlions pas, nous allons essayer de rester dans l'antichambre. Voilà, ce sera déjà pas mal. Merci beaucoup, Clémentine. Je te souhaite une bonne journée. Et merci de m'avoir invité à faire partie, à contribuer à la fabrique de cette mémoire très importante.